Bonjour CPN Théorie. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de la plénitude. La plénitude en fait c'est ce qu'on découvre lorsqu'on se recentre, qu'on se retrouve seul avec soi, en méditation par exemple. On croit souvent, on a un petit peu peur du vide, de rencontrer le vide lorsque on est seul avec soi. C'est un petit peu c'est un petit peu la même chose lorsque vous parlez tout seul par exemple, parce que vous avez besoin de vous concentrer en disant exactement ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous travaillez par exemple, il faut que je cherche tel dossier, alors voyons, il est peut-être à tel endroit, oui il faudra que je fasse ça, vous voyez, on se parle intérieurement, parfois à voix haute, en tout cas moi c'est ce que je fais. Ça n'est pas du tout bien vu de l'entourage. En tout cas, on peut être taxé de fou, de folle, parce qu'on parle tout seul, alors qu'en fait, au contraire, c'est une preuve de concentration. Ça peut aider à la concentration, mais c'est vrai que euh, dans notre monde occidental, c'est pas du tout bien vu d'avoir une relation avec soi-même, en fait. C'est comme si les relations, c'est uniquement avec l'entourage, sinon c'est qu'on est fou. C'est comme si à l'intérieur de soi, il n'y avait rien. Que toute la réalité, c'était uniquement le monde extérieur. On n'avait pas de réalité intérieure, uniquement les pensées, et alors évidemment, tout ce qui est valorisé, c'est uniquement, en tout cas dans le monde occidental, ce qui est en rapport avec le mental, l'intelligence, et puis tout ce qui se comptabilise, tout ce qui est matériel. Alors que, au contraire, lorsqu'on commence la méditation, ou ne serait-ce que lorsque on reste seul avec soi, simplement contempler les choses, regarder autour de soi, ne rien faire, ou simplement écouter sa respiration lorsqu'on est dans un demi-sommeil par exemple, même sans méditer, dans ces situations-là, eh bien on découvre au contraire qu'à l'intérieur, c'est plein, c'est pas du tout vide. Alors c'est plein de pensées, souvent au départ, mais on peut aussi se rappeler lorsqu'enfant, on était insouciant, qu'on était dans un demi-sommeil, parce qu'adulte, évidemment, on a toujours beaucoup de pensées, on est souvent dans l'avenir, dans le passé et dans notre mental, mais on n'est plus dans la contemplation comme on pouvait l'être étant enfant, dans un état de quiétude et de sécurité, et qu'on pouvait s'abandonner au sommeil en ne pensant à rien, de précis en tout cas. Et c'est ça la plénitude en fait. Donc en fait, lorsqu'on est au fond de soi, lorsqu'on se découvre, on est dans la plénitude. Et c'est cet état qu'il est bon de connaître déjà. Donc de rayer cette croyance comme quoi on serait vide au fond de soi et comme quoi tout ce qui serait intéressant, c'est le monde extérieur, puisqu'à l'intérieur, soit il ne faudrait pas les regarder, parce qu'on ne sait jamais, on pourrait avoir peur. Donc ça c'est une croyance évidemment fausse. Mais c'est un petit peu ce qu'on nous dit sans nous dire, ce que nous dit notre monde actuel. Et puis on peut avoir peur aussi, si on ne se connaît pas soi-même, on peut avoir peur aussi d'aller voir ce qu'il y a au fond de soi quand on est habitué au bruit, au chaos, à un rythme effréné, comme ceux qu'on a dans les grandes villes par exemple. Et dans l'activité, dans une activité incessante. Le repos, l'inactivité peut nous faire peur parce qu'on se dit, mon Dieu, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien, il n'y a plus de stimulation sensorielle, en tout cas telle que le bruit et l'image, puisqu'on est surtout dans des stimulations auditives et visuelles. Et alors donc c'est le vide. J'avoue que moi aussi, qui aime faire beaucoup de choses, et lorsque
tout d'un coup j'ai plus certaines activités, par exemple des vacances qui arrivent comme ça, j'ai un peu peur du vide. C'est la première réaction, la première chose la première peur que j'ai eue, effectivement. Alors que lorsqu'on se reconnecte avec soi, on se rend compte au contraire que tout est plein à l'intérieur. C'est pas du vide. Et on n'est pas forcément plein de nos pensées, évidemment on est plein de nos pensées parce qu'on est habitué à vivre dans le mental, mais lorsqu'on se reconnecte avec son soi, avec son moi intérieur, on voit qu'on est plein à l'intérieur, mais ce sont des choses plutôt en rapport avec le bien-être et la plénitude que l'on découvre. Cette plénitude, cet état de sécurité qu'on pouvait avoir étant enfant. À certains moments. Donc, il y a des personnes qui peut-être n'ont pas eu cet état de sécurité en étant enfant, mais qui peuvent l'imaginer, qui peuvent l'avoir eu à certains moments. Alors, j'avais envie de vous parler de quelques petites directions à prendre pour pouvoir justement découvrir cette plénitude et donc changer en fait, sa vie en changeant ses représentations de sa propre vie, de ce qui nous est arrivé dans la vie et de ce qu'on est prêt à faire pour changer. Et pour changer, en fait, il faut être prêt à faire face à toutes les questions, à faire face à soi-même, à qui l'on est vraiment, parce que souvent on ne se connaît pas forcément, on s'est laissé définir par d'autres, que ce soit par la société par exemple, qui nous a définis en nous donnant tel rôle social par exemple, tel statut, telle fonction, notre famille aussi, qui a pu nous étiqueter, par exemple parce qu'on a été dans l'enfance jaloux ou coléreux, etc., ce qui sont des choses normales de notre évolution en tant qu'enfant, en tant que petit enfant, mais on peut avoir été étiqueté de cette manière et les personnes peuvent continuer par exemple à nous donner des petits noms ou à considérer ou à nous voir en tout cas tel qu'on était à ce moment-là, et donc comme si cette image était figée, restait figée à jamais, et ils nous le rappellent sans arrêt, ils peuvent nous le rappeler sans arrêt, donc ça peut y avoir l'étiquetage de cette manière, ou alors un étiquetage par des collègues à nous, par exemple, qui nous donnent un petit surnom ou qui nous donnent tel et tel trait de caractère qui ne nous correspond pas forcément, parce qu'ils ne connaissent pas forcément très bien, mais ils ont eu envie de nous donner une place, une fonction dans ce groupe, cette mini-société qui est l'entreprise par exemple, ou l'endroit où on travaille. Donc le problème avec l'étiquetage, c'est qu'il nous colle à la peau, et c'est qu'on ne peut pas s'en sortir en fait, et qu'on en vient à nous identifier à cette étiquette, surtout quand on ne se connaît pas. Donc en fait tout ça, ce sont des mémoires qui sont des croyances aussi, à l'intérieur de nous, des croyances mais sous forme de mémoire, parce qu'elles restent là comme des vérités. On s'y accroche parce qu'on ne sait pas forcément qui on est. Donc une des premières choses, ça serait aller vers la connaissance de soi. Donc évidemment, ça veut dire apprendre à se connaître, ça veut dire sortir de sa zone de confort. C'est sûr. C'est sûr qu'on prend des risques à vouloir se connaître vraiment. Parce que on reste dans son confort à se dire bon ben moi je suis comme ça, tel qu'on m'a défini, ou alors tel que m'a défini la famille, je crois à telle et telle chose. Alors ce sont peut-être des valeurs qui sont uniquement les valeurs de la famille, à laquelle on pense que l'on doit être loyal. Donc il y a cette loyauté familiale, parentale, fraternelle, cette loyauté par rapport à nos amis, par rapport à notre groupe d'appartenance, et on n'ose pas forcément remettre en question tout ça, et puis on se dit tiens, c'est aussi facile de suivre les règles du groupe, même si on ne se sent pas forcément à l'aise, et puis on reste comme ça,
On peut rester comme ça longtemps, à ne pas vouloir se regarder, hein, à pratiquer la politique de l'autruche. Tout simplement se mettre la tête dans le sable, à ne pas regarder qui on est vraiment parce qu'on aurait peur, et puis à continuer à vivre tout simplement sans se poser trop de questions. Puis un jour, on tombe malade parce que le corps évidemment sait des choses, et c'est le mal qui nous dit certaines choses sous forme de maladie, sous forme d'accident, sous forme de hasard en fait, hein, sous forme d'événements qui peuvent être traumatiques, etc. Et qui mettent à jour ce malaise. Donc ça peut être de cette manière, ou alors tout simplement on se sent mal à l'aise. À un moment donné, il y a un déclic qui fait que, parce qu'on a un regard extérieur, ça peut être un voyage, ça peut être la rencontre de quelqu'un ou d'un autre groupe, ou la rencontre avec une philosophie de vie, une technique, une thérapie, un art. Voilà, il y a tout un tas de rencontres. Ça peut être la rencontre avec un livre aussi, avec une vidéo. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire des déclics dans notre tête à un moment donné. Parce qu'on se dit, ah oui, tiens, oui, ça me parle. Voilà, ça fait résonance en vous, ça résonne. Donc à ce moment-là, ça veut dire que ça a touché quelque chose en nous, une corde, comme une vérité en fait, et qu'on a envie d'aller chercher plus loin. Donc voilà, par cette vidéo, je voudrais essayer de vous faire toucher du doigt quelques petites choses qui peuvent vous mener à vous faire changer en fait de vie, parce qu'on est tout le temps, parce que la vie c'est le mouvement, donc forcément on est forcément dans le changement, on est dans l'impermanence tout le temps, parce que la vie c'est ça, la vie c'est pas statique, c'est pas et notre personnalité elle change aussi, alors il y a quand même une base, une structure, mais elle change aussi en fonction des rencontres, c'est-à-dire que au fil des vraies rencontres, non seulement on apprend à connaître qui on est, mais aussi on change, parce que les vraies rencontres nous chamboulent, nous transforment. C'est-à-dire qu'à l'issue d'une rencontre, on n'est plus jamais la même personne, parce qu'on a échangé avec l'autre, parce qu'elle nous a montré en miroir qui on était, et puis permis de comprendre aussi qui on n'était pas, par rapport à la différence avec cette personne. Et puis ça nous ouvre des possibles aussi. Elle nous fait découvrir des choses, elle nous fait penser à des choses auxquelles on n'avait pas pensé auparavant, parce qu'elle est différente de nous. Donc c'est l'altérité, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, du différent, qui nous fait comprendre qui on est et qui nous permet de construire notre identité, puisqu'on la construit sans arrêt, notre identité, sans arrêt, au fil des jours. Alors maintenant, j'aimerais parler de ce qui est au fondement de soi. Et au fondement de soi, il y a justement cet amour de soi qui pour moi est central. D'autres personnes peuvent dire effectivement que l'amour de soi c'est pas forcément central, mais moi je pense que c'est vraiment ce qui est central. Cet amour de soi qui est en rapport avec l'amour divin, l'amour du monde, c'est-à-dire le fait d'aimer d'aimer la divinité, le Dieu, le tout, euh, la source, vous pouvez l'appeler les choses comme vous voulez, l'univers, le principe de vie, le principe créatif comme vous voulez. Et puis il y a aussi d'autres piliers qui forment cette identité que l'on construit jour après jour. Mais ces piliers, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, cette sécurité que pourrait être l'amour de soi, c'est-à-dire notre mère intérieure, lorsqu'on a pu réussir à la retrouver ou à la construire. Donc j'ai parlé de tout ça dans les vidéos sur l'amour de soi. Pour trouver tout ça, il faut changer ses représentations sur sa vie. J'en avais parlé aussi dans les vidéos sur l'amour de soi.
et changer d'angle de vue, se voir de l'extérieur, comme si on était un ami à soi par exemple, et qu'on se regardait, ou alors notre mère, pour imaginer comment nous regarde une mère, comment elle regarde son enfant, une mère évidemment idéale, et changer d'angle de vue par rapport aux choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas nos croyances, on n'est pas notre corps, on n'est pas la manière dont nous ont défini les autres. On est nous-mêmes, et puis qui on décide d'être. Et puis à la fin, lorsqu'on fait du développement de soi, lorsqu'on veut se développer, s'élever, c'est aussi devenir qui on est et qui on veut être. Donc on est en quête de soi sans arrêt, mais en quête de la meilleure version de soi, c'est-à-dire qu'on essaie de devenir meilleur. Si on veut, hein, mais moi c'est ce que je vous propose d'aller explorer. Donc changer d'angle de vue, ça veut dire changer nos représentations sur nous-mêmes et se dire qu'on n'est pas ce que les personnes ont décidé qu'on serait. Donc ça, c'est le décider déjà au fond de soi. On n'est pas obligé de dire aux autres « Non, tu m'as toujours défini comme ça, mais c'est pas qui je suis. » Ça, on peut le dire doucement, peu à peu, mais d'abord, il faut aller le chercher en soi et le comprendre par rapport à soi, c'est-à-dire accepter de changer nos représentations. Donc de prendre cette distance par rapport à soi plutôt qu'être le nez dans le guidon. Et puis, avoir confiance. Donc, essayez de visualiser un escalier, par exemple, en vous disant, non, je ne veux pas. Donc là, vous voyez allongé. Je ne suis pas capable. Je ne sais pas. Donc, vous voyez que tout ça, ce sont des propositions négatives. Je ne suis pas capable. Je ne sais pas. Après, je voudrais bien être capable. Donc là, on se voit comme semi-assis. Je suppose que je pourrais, donc on commence à se lever, mais le dos est encore courbé. Et puis on devient debout lorsqu'on se dit « Ah, il y a l'éventualité, une éventualité, je pourrais essayer finalement. » Donc là, on est dans le conditionnel, ou alors, voire même dans le futur, je pourrais essayer. C'est là qu'on se tient debout. On n'est plus à genoux par rapport à ce qui nous est arrivé. On n'est plus dépendant des autres. On se dit, mais en fait, oui, j'ai tout au fond de moi. Vous voyez, je parle de la plénitude, donc il y a du plein au fond de nous, c'est pas du vide. Et il y a cette essence divine au fond de nous aussi, qui nous parle, à qui on peut parler, puisque quand on se parle à soi, c'est comme si on parlait à l'univers, au grand tout, à cette essence de vie, ce principe de vie. Donc en fait, je pourrais essayer. Je pense que je serais capable. Donc là, on commence à croire en soi. C'est là que vient la confiance en soi. Parce qu'au lieu d'avoir peur, on a peur quand on est à genoux. Et bien en fait, on se sent capable. On commence même à pouvoir visualiser les choses. Et lorsqu'on fait de la méditation, qu'on regarde en soi, simplement, imaginez-vous dans un demi-sommeil. Vous commencez à voir quelques rêves qui passent devant les yeux. Vous imaginez, et vous pouvez vous imaginer de manière positive, en vous disant, oui, je pense que je pourrais être capable. Ou alors, vous vous voyez même être capable. Je veux, et puis je l'ai fait. Alors, je l'ai fait, on est vraiment dans la victoire. On est tout en haut de l'escalier, on est debout, les bras levés, en signe de victoire. Voyez ? Donc ça, ce sont les clés, les marches que vous pouvez visualiser, les marches de succès, les marches de la victoire. Et vous voyez que là, on change de posture en fait. Donc je parlais de posture lorsqu'on veut se confronter, voire même affronter le pervers narcissique, parce que c'est un affrontement, quand même un combat. Mais au début, le confronter.
eh bien effectivement, on va changer de posture. On est à genoux devant lui. Imaginez-vous quand finalement il arrive à vous avoir. Eh bien, on peut se visualiser à genoux. À ce moment-là, on se voit à genoux. Vous êtes dans une position de soumission ou d'impuissance. Où vous êtes plutôt à genoux en fait. Et vous arrivez, l'objectif, c'est de changer de posture, c'est donc de pouvoir vous visualiser au départ, redresser dans une posture digne. Donc la dignité, c'est-à-dire avoir la colonne vertébrale droite, donc se tenir droit, avoir confiance en soi, avoir le regard qui regarde loin, redresser ses épaules, etc. Donc souvent on peut avoir peur de se dire ça c'est quand même une posture de quelqu'un qui est un peu fier, qui est un peu orgueilleux. En fait l'orgueilleux il lève la tête, il a une posture un peu exagérée de fierté, ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui a simplement confiance en lui. Celui qui a confiance en lui reste souple, il n'est pas rigide dans son attitude, il n'a pas peur du regard des autres, il est ce qu'il est. Et il est dans la confiance. Vous voyez? Donc en fait, il faut essayer d'arriver à avoir cette posture-là, qui est une posture droite, un regard franc, mais pas un regard de défi. Un regard simplement franc qui regarde l'autre comme il est, mais simplement, il n'a plus peur. Il n'est plus à genoux. Il est debout. Ça, c'est la posture de la personne qui se confronte à, par exemple, un agresseur, ça peut être un pervers narcissique, une personne toxique, quelqu'un qui nous fait peur jusque-là. Donc c'est vrai que commencez par visualiser les choses quand vous êtes dans un demi-sommeil, ou alors en méditation, en sophrologie ou dans d'autres disciplines, par exemple, où on peut faire le calme en soi, le yoga, les postures de yoga, etc. L'EFT, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, ce genre de choses. Donc visualisez déjà que vous changez de posture et visualisez-vous debout. Ça c'est important. Alors, donc là je donne simplement les bases de la posture. Vous voyez par exemple, vous imaginez l'adolescent qui a le dos rond, qui a le regard fuyant, etc. Les genoux rentrés. Bon, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la posture physique de la confiance en soi. Donc les fondements de soi, en fait, au fondement de soi, on trouve déjà une totale acceptation de qui l'on est, de ce que l'on est au fond de soi. Parce qu'après, on se construit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cette confiance, alors la confiance, elle suppose qu'on a laissé de tomber, qu'on a laissé de côté la peur. Parce que si vous laissez tomber, je vais y arriver, et si vous laissez de côté la peur, c'est la confiance que vous aurez, en fait, qui va arriver. Et cet amour de vous-même, cet amour de soi, qui n'est pas le narcissisme, comme je l'ai dit, et puis vous aurez une meilleure vision de vous-même par rapport à votre image, donc votre image corporelle, c'est-à-dire la tenue, la façon de se tenir, votre posture, qui est très symbolique parce que votre posture physique va montrer aux autres et va vous permettre de vous sentir vous-même en totale confiance. Ouais, en ayant confiance en vous, parce que lorsqu'on se tient droit, sans être rigide, tout en étant souple, en regardant loin devant soi, on a confiance en soi. On peut avoir les bras simplement qui se balancent à droite et à gauche lorsque l'on marche, en n'étant pas dans un pas pressé, mais en étant dans une allure, un rythme qui est celui de votre respiration, qui est serein, simplement. Et bien là, vous allez avoir vraiment une confiance en vous qui va émaner de vous. Elle sera au fond de vous, mais en même temps, elle va se voir à l'extérieur. Donc ce sont les autres qui vont la voir. Donc vous aurez aussi cette vision de vous-même
parce que en vous regardant dans un miroir, par exemple, vous verrez que votre regard va changer. Il n'y aura plus de la peur, mais il y aura une confiance. Il n'y aura plus cette peur non plus dans les événements de la vie, mais il y aura cette confiance dans la vie. Ce qui va vous arriver, vous ne savez pas ce que c'est. Vous êtes peut-être dans l'incertitude, puisqu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver la minute d'après. Mais vous avez confiance dans ce qui va vous arriver. Vous avez confiance dans la vie et vous avez confiance en vous. Donc ça, c'est ce qu'on a au fond de nous, c'est ce qui nous compose. Et donc en fait, il faut être sûr que vous le méritez tout ça. Parce que vous êtes une bonne personne. Donc on peut avoir aussi, lorsqu'on n'a pas confiance en soi, lorsqu'on pense qu'au fond de soi il y a du vide, ou qu'on est une mauvaise personne en fait. Mais ça c'est souvent dû à nos croyances, aux personnes qui nous ont définis, en nous définissant comme quelqu'un de mauvais, ou de pas fiable, ou parce qu'on aurait eu tel défaut, etc. Mais si vous allez voir au fond de vous, qui vous êtes vraiment, vous pouvez alors soit vous dire mais non c'était complètement faux, soit vous dire il y avait peut-être un peu de vérité, je vais aller voir ça, mais je vais me pardonner aussi. Voilà, parce qu'en fait, si effectivement il y a des choses dont vous n'êtes pas fier au fond de vous, vous pouvez très bien vous les pardonner en faisant Ho'oponopono, comme je l'ai expliqué je crois que c'était dans la 3 ou dans la 2, je ne sais plus, deuxième émission de l'amour de soi, et je vais faire une vidéo spéciale sur l'Ho'oponopono pour expliquer plus en détail qu'est-ce que l'Ho'oponopono et comment ça marche et comment on fait dans la pratique. Donc croyez que vous méritez en fait tout cela. Une fois que vous avez changé de posture, que vous commencez au départ par visualiser, lorsque dans des moments de calme par exemple, et puis que vous arrivez à faire Ho'oponopono en nettoyant toutes ces mémoires, toutes ces mémoires anciennes qui sont fausses en fait, ces choses qui ont été, ces valeurs transmises ou alors ces croyances erronées en fait, eh bien il faut apprendre à oser. Voilà, oser le faire dans la réalité. Oser être soi-même, parce que parfois on peut avoir peur de devenir qui l'on est. On peut se dire, mais est-ce que je vais oser être moi-même? Est-ce que je vais me l'autoriser moi-même? Avant même d'avoir peur du regard des autres, on peut avoir peur de son propre regard. De se dire, mais pour qui je me prends à vouloir être moi-même? Ça peut être une des peurs et un des blocages de certaines personnes. Donc en fait, vous vous prenez pour personne, simplement vous allez être vous-même parce que c'est ce que vous êtes au fond de vous et pourquoi vous cachez. Le monde a besoin de vous. Ça peut aider ça, certaines personnes très empathiques, donc je le dis pour ça aussi. Mais c'est la vérité, parce qu'en fait, si vous êtes là, vous êtes unique. Si vous êtes là, autant être utile au monde. Si vous êtes là à vous cacher, vous n'allez pas pouvoir être utile aux autres, au monde, et vous n'allez pas pouvoir évoluer. Finalement, vous aurez vécu pour rien en fait. C'est ce qu'il faut se dire. Pour le matériel uniquement, et puis pour faire plaisir aux uns aux autres, sans pouvoir éclore. C'est-à-dire que le papillon, il reste enfermé dans la chenille. Il sait peut-être qu'il a un papillon, il ne peut pas trop le savoir, mais en fait, il va jamais oser sortir et déployer ses ailes. C'est un peu ça en fait, la personne qui n'ose pas. Un jour ou l'autre, il faut oser. Il faut oser être soi-même. Oser se voir tel qu'on est. Et puis, oser devenir la personne que l'on est. Alors évidemment, ça va pas plaire aux gens qui auraient plus intérêt à ce qu'on reste caché au fond de soi, à ce qu'on bouge pas, parce qu'ils ont l'habitude. Voilà, personne... souvent n'aime pas le changement, préfère qu'on reste qui l'on était, ça les arrange parce que chacun reste à sa place, ce qu'il était au départ. Eh bien voilà, faut oser un matin, voilà, se montrer tel qu'on est. Alors ça ne veut pas dire changer du tout au tout, mais ça veut dire changer des petites choses
au départ, ça nous aidera plutôt que faire le grand branle-bas en faisant son coming out, ce genre de choses. Bon, après, on peut le voir comme ça, si on préfère, mais on peut aussi changer des petites choses au départ. Par exemple, sa manière de s'habiller, sa démarche au départ. Puis après, sa manière de s'habiller, si on préfère s'habiller, par exemple, d'une manière qui nous ressemble, mais qu'on n'osait pas forcément au départ. Ça peut être aussi changer le débit de ses paroles, sa façon de parler, je sais pas, ce qui vous ressemble. Soyez ce qui vous ressemble, en harmonie avec vous-même, ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que c'est comme ça que vous vous sentirez dans une totale plénitude et que vous pourrez être épanoui. Lorsque vous pourrez être vous-même en fait. Donc il faut apprendre à oser. Voilà donc l'essentiel de ce que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo sur la plénitude. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce cas-là, mettez un petit pouce pour que je sache qu'effectivement ça a plu ou pas. Et puis des commentaires aussi pour m'aiguiller, pour que je puisse répondre à certaines questions et me donner des idées, parce qu'effectivement il y a des choses qui me semblent évidentes et que je peux développer si vous me le demandez. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité, des gentils commentaires que vous me faites, qui me vont droit au cœur et qui me donnent le courage de continuer. Donc je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos évidemment puisque je suis en vacances. Donc je souhaite bon courage à tous ceux qui ne le sont pas et tous ceux qui écouteront cette vidéo à un autre moment de l'année. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine, mais en attendant, prenez soin de vous, de votre moi intérieur. Allez le chercher, n'ayez pas peur. À très bientôt pour une prochaine.